Pour la question B de l'exercice, ces complexes présentent-ils une distorsion par rapport à la symétrie octaédrique? Si tel est le cas, expliquez pourquoi et indiquez si cette distorsion est forte ou faible. Calculez l'énergie de stabilisation par le champ cristallin pour les deux complexes. Je vais faire un rappel sur l'effet Inteler, selon le théorème du Inteler qui dit que pour une molécule non linéaire dans un état électronique dégénéré, une distorsion doit apparaître. Ça veut dire que vous avez une molécule non linéaire dans un état électronique dégénéré, ça veut dire que vous avez un niveau d'énergie occupé par des électrons de façon inégale. Cette distorsion conduit à un abaissement de la symétrie, ça veut dire que la symétrie va baisser, par exemple le passage d'une symétrie cubique vers une symétrie quadratique. Également à une levée de dégénérescence, ça veut dire que le niveau occupé par des électrons de façon inégale va s'éclater. Et un abaissement d'énergie, ça veut dire que le système va gagner en stabilité. Cet effet, il est important dans le cas d'une symétrie octaédrique. Comme vous le savez, pour un élément D dans une symétrie octaédrique, présente deux niveaux, un niveau EG et un niveau T de G. Pour le niveau EG, les orbitales sont dx au carré moins y au carré dz au carré qui pointent directement vers les ligands et les interactions sont importantes. Et pour le niveau T de G, les orbitales sont dx au carré moins sont dxy, dxz et dyz qui sont confondus avec les bisectrices. Les interactions sont faibles. Donc, lorsque le niveau EG est occupé par des électrons de façon inégale, dans ce cas-là, l'effet Inteler est toujours important. Parce que les orbitales sont en interaction directe avec les ligands. Contrairement lorsque le niveau T de G est occupé par des électrons de façon inégale, l'effet Inteler est toujours faible, car les orbitales ne sont pas en interaction directe avec les ligands. Si je prends le cas de Mn2+, c'est un T4, dans l'oxyde de MnO du type NaCl, le Mn2+, occupe un site octaédrique. Et comme l'oxygène crée un champ faible, la configuration électronique sera Rho-spin. Donc vous avez 4 électrons qui vont occuper les orbitales de façon avec des spins parallèles. Vous avez le quatrième électron va se placer soit sur l'orbital dx au carré moins y au carré, soit sur l'orbital dz au carré. Ça veut dire que vous aurez deux cas de figure, soit c'est l'orbital dx au carré moins y au carré qui est occupé par l'électron, ou bien c'est dz au carré qui est occupé par l'électron. L'orbital qui contiendra l'électron repoussera les ligands dans sa direction. Ceci entraîne une anisotropie structurale, ça veut dire le passage d'une symétrie octaédrique vers une symétrie D4H. Avec deux cas. Supposons que c'est l'orbital dx au carré moins y au carré qui est occupé par l'électron. Dans ce cas-là, les ligands sur le plan X ou Y vont s'écarter. Ça veut dire que nous aurons un allongement de l'octaèdre selon OX, OY. Et selon Z, les ligands vont se rapprocher vers l'orbital dz au carré. Ça veut dire que nous aurons un aplatissement selon OZ. Là, vous avez le paramètre C, là le paramètre A. Ça veut dire que le paramètre C deviendra inférieur à A. Et par conséquent, C sur A est inférieur à 1. Pour le deuxième cas, ça veut dire lorsque l'orbital dz au carré est occupé par l'électron. Dans ce cas-là, ce sont les ligands selon Z qui vont s'écarter. Selon Z, et sur le plan Y et X, les ligands vont se rapprocher vers l'orbital dx au carré moins y au carré. Et dans ce cas-là, on parle d'une élongation. Comme vous le voyez sur la figure, ça veut dire C et A, ça veut dire C est supérieur à A. Et par conséquent, C sur A est supérieur à 1. Ça veut dire pour un aplatissement, vous avez toujours C sur A est inférieur à 1. Et pour une élongation, vous aurez toujours C sur A est supérieur à 1.
Revenons donc à notre exercice. Question B. Ces complexes présentent-ils une distorsion par rapport à la symétrie octaédrique? Si tel est le cas, expliquez pourquoi et indiquez si cette distorsion est faible ou forte. Calculez l'énergie de stabilisation par le champ cristallin pour les deux complexes. Donc, comme nous l'avons déjà vu dans la question 1, pour le fer et pour le chrome, nous avons dit que les configurations électroniques du chrome et du fer sont Rossby, et donc nous aurons cette situation-là. Donc là, pour le premier complexe, ça veut dire le effet H2O 6 fois 2+, vous avez le niveau T de G, il est occupé par 4 électrons, et vous avez le niveau G, il est occupé par 2 électrons. Pour le niveau T de G, vous voyez qu'il y a 2 orbitales sont occupées par des électrons célibataires, contrairement à un orbital qui est occupé par 2 électrons. Ça veut dire que vous avez que le niveau T de G, les électrons occupent le niveau T de G de façon inégale. Et par conséquent, là, on va avoir un effet intérêt. Ça veut dire une déformation de l'octaèdre effet H2O 6 fois 2+. Ça veut dire que l'octaèdre va subir une déformation. Ça veut dire que le niveau T de G va s'éclater. Pour le cas de CrH2O 6 fois 3+, vous avez le niveau T de G. Les électrons occupent les orbitales de façon égale. Ça veut dire que chaque orbital est occupé par un électron célibataire. Et par conséquent, là, l'octaèdre ne va pas subir une déformation. Et on va dire que l'ion Fe2+ présente un effet intellaire sur T de G, car ces orbitales sont occupées inégalement par les électrons. Et comme je l'ai déjà dit dans le rappel, que pour les orbitales T de G sont confondues avec les bisectrices et par conséquent les interactions avec les ligands sont faibles parce que les interactions ne sont pas directes. Et par conséquent l'effet intérieur là sera faible. Ça veut dire que nous aurons une déformation de l'octaèdre faible. Effet H2O 6 fois 2+, présente un effet intérieur sur T de G qui correspond à une faible distorsion. Donc, avant distorsion du complexe Fe2+, vous avez une énergie de stabilisation de l'ordre de moins 4 de Q plus P. Et comme le complexe effet H2O 6 fois 2+, qui va subir une distorsion, ça veut dire que nous aurons deux cas de figure, soit un aplatissement, soit une élongation. Si nous avons un aplatissement, comme je l'ai déjà présenté dans le rappel, ça veut dire, si vous avez un aplatissement, ça veut dire que selon Z, les ligands vont se rapprocher vers l'orbital des Z au carré, et sur le plan dx au carré moins y au carré, les ligands vont s'écarter. Ça veut dire que le niveau dz au carré va se déstabiliser puisqu'il y a une interaction directe avec les ligands qui sont proches de cet orbital. Contrairement à l'orbital dx au carré moins y au carré, les ligands vont s'écarter et l'interaction ligand-orbital sera faible. Donc l'orbital dx au carré moins y au carré sera stabilisé. Et nous aurons ce diagramme d'énergie. Puisque dz au carré présente une interaction importante avec les ligands, puisque les ligands vont être proches de cet orbital, donc il va se déstabiliser. Et pour l'orbital dx au carré moins y au carré, où les ligands vont s'écarter, cet orbital va se stabiliser. Donc, sur le plan x, y, vous avez l'orbital dx au carré, dxy. Donc cet orbital, lui aussi, va se stabiliser. Ça veut dire va baisser d'énergie. Et pour les orbitales dx, dyz ou bien dxz, où les ligands selon z vont se rapprocher, ça veut dire ces orbitales-là vont se déstabiliser. Ça veut dire que leurs niveaux vont augmenter. Nous aurons cette situation-là. Donc on va remplir ces orbitales-là. Ça veut dire je vais respecter la règle de Hund. Ça veut dire je vais remplir chaque orbital par un électron célibataire. Le sixième électron, je vais le mettre sur l'orbital dxy. Et nous aurons cette situation. Là, c'est pour le cas d'un aplatissement. Si nous avons pensé à une élongation, ça veut dire quoi? Élongation, ça veut dire selon Z, les ligands vont s'écarter
Et sur le plan X, X, Y, ça veut dire les ligands vont se rapprocher. Dans ce cas-là, c'est l'orbital d'X au carré moins Y au carré qui va se déstabiliser et c'est l'orbital dZ au carré qui va se stabiliser. Donc là, puisque selon Z, l'orbital va se stabiliser, ça veut dire le niveau d'énergie de l'orbital dZ au carré va baisser. Et pour l'orbital dx au carré moins y au carré, où les ligands vont se rapprocher vers cet orbital, ça veut dire que cet orbital va se déstabiliser. Ça veut dire que son niveau d'énergie va augmenter. Et pour l'orbital dxy, lui aussi, puisque les ligands vont se rapprocher selon x ou y, ça veut dire lui aussi va se déstabiliser. Ça veut dire que le niveau d'énergie de l'orbital dxy va augmenter. Et pour l'orbital DYZ et DXZ, puisque les ligands vont s'écarter selon l'axe Z, ça veut dire que ces orbitales-là vont se stabiliser. Et nous aurons cette situation. Ça veut dire, comme je l'ai dit, ça veut dire qu'on va respecter toujours, puisque nous avons une configuration au spin, on va respecter la règle de Hond. Ça veut dire qu'on va remplir les 5 orbitales par des électrons célibataires à spin parallèle. Le sixième électron, on va le mettre dans l'un de ces deux orbitales-là. Comme vous le voyez là, vous voyez que ces deux orbitales sont occupées par des électrons de façon inégale. Ça veut dire que cette situation, elle est improbable. Ça veut dire que nous n'aurons pas cette configuration. La configuration la plus probable, correspond à un aplatissement où les orbitales sont occupées de façon égale. Vous avez chaque orbital. Pour l'orbital dxy, vous avez deux électrons occupent cet orbital. Et pour le niveau dxz ou bien dyz, chaque orbital est occupé par un électron. Ça veut dire que cette situation, c'est la situation la plus probable, contrairement à cette situation qui crée un niveau dégénéré. Donc pour le calcul de l'énergie de stabilisation, donc pour le cas du CR3+, qui présente une symétrie octaédrique dans ce complexe-là, ça veut dire qu'il se trouve dans un site octaédrique, comme nous l'avons dit, que les niveaux T2G et EG sont occupés par des électrons de façon égale, et par conséquent, l'octaèdre ne va pas subir une déformation. Et l'énergie de stabilisation, si vous faites les calculs, sera moins 12 dQ. Et pour le cas du fer, de plus, nous avons dit que le niveau T2G qui est occupé par des électrons de façon inégale, qui va subir une distorsion, ça veut dire qu'il aura une énergie due à l'effet interlaire supplémentaire. Donc avant distorsion, ça veut dire lorsque le fer se trouve dans un site octaédrique, l'énergie de stabilisation, si vous faites les calculs pour cette configuration-là, elle est de l'ordre de moins 4 dQ plus P. Après distorsion, vous avez un niveau T2G et un niveau EG. Ça veut dire que le niveau T2G présente un écart d'énergie delta 2, noté delta 2, et pour le niveau EG, présente un écart delta 1. Ça veut dire que cette différence-là, par rapport à cette origine, c'est 2 parmi 3. C'est moins delta 2 sur 3, puisque nous avons choisi comme écart, c'est delta 2. Et pour cet écart, par rapport à l'origine, c'est 1 parmi 3, ça veut dire delta 2 sur 3. Et pour le niveau EG, vous avez cet écart, c'est delta 1. Donc, par rapport à l'origine, en haut, ça veut dire cette différence, c'est delta 1 sur 2, puisque vous avez deux orbitales, ça veut dire 1 parmi 2. Également, pour l'écart en bas, vous avez moins delta 1 sur 2, ça veut dire 1 parmi 2. Si on fait les calculs, donc l'énergie de stabilisation de F est de plus, donc moins 4 2 qui correspond à la symétrie octaédrique, plus donc 1 fois delta 1 sur 2, et 1 moins fois moins delta 1 sur 2, plus 1 plus 1, ça fait 2, 2 fois delta 2 sur 3, donc c'est 2 delta 2 sur 3, moins 2 fois moins 2, moins 2 delta 2 sur 3, qui donne moins 4 delta 2 sur 3, plus P, qui correspond à l'énergie d'appariement.
Au final, vous aurez comme résultat, c'est moins 4 du Q plus moins 2 delta 2 sur 3 plus P. Et cette valeur-là correspond à la stabilisation due à l'effet Jahn-Teller. Donc, 2 delta 2 sur 3, c'est la stabilisation due à l'effet Jahn-Teller. Donc, c'est l'énergie supplémentaire qui va gagner le complexe suite à la distorsion.